Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un huissier au ministère du budget, dans les cabinets du ministère du budget, touche 400 $. Mais comparé au salaire des enseignants, il est dans les circuits ces huissiers-là financiers. n'ont même pas un certificat d'études primaires, ils gagnent 400 $ par mois. C'est ça le grand problème avec les Congos. Donc quand vous augmentez les vôtres, pour les autres, ils vont. Monsieur Samaloukonde, s'il vous plaît, vous nous aviez promis la réduction des trains de vie des institutions. Malheureusement, dans votre projet de loi de finances de 2022, il y a eu une augmentation de 40 millions de $ à la présidence, de plus de 25 millions à la primature, ainsi qu'au cabinet ministériel. C'est déjà trop. Vous savez que lorsqu'on parle de la technicité des opérations, on voit la formation des personnels, les matériels à utiliser, les affectations des matériels, les déploiements des matériels, les timings des opérations. La présidence de la République est budgétivore. Comment? C'est la seule institution, c'est pas la seule, la première institution qui consomme beaucoup au budget de l'État. Bonjour messieurs et dames, bienvenue encore une fois de plus sur Goshen 7 Télévision, votre chaîne que vous êtes abonné, qui vous informe matin, midi, soir de l'information qui se passe sur toute l'étendue du territoire national. Messieurs et dames, face aux invités, encore une fois de plus, revient sur vos écrans. Veuillez vous abonner massivement sur Goshen 7 Télévision, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos informations et des émissions. Aujourd'hui, face aux invités, aura un grand plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau un expert électoral, un analyste politique, Monsieur Loto Ngembo. Avec lui, nous allons parler de la situation. On va analyser la situation du pays, la situation sociale du pays. On va essayer de parler aussi sur les questions électorales qui s'annoncent déjà très bientôt pour 2023. Vous le savez tous très bien que Denis Kadima a été entériné samedi par l'Assemblée nationale. Beaucoup de contestations déjà, ça s'annonce du côté Lamouka. D'autre part, tout le monde déteste cet entérinement qu'il qualifie de forcing. Avec M. Loto Ngembo, nous allons parler de ces situations parce qu'il est expert en matière électorale, expert aussi à la CENI. Nous allons ensemble avec lui analyser beaucoup de sujets électoraux et surtout le problème social de la République démocratique du Congo. Je vais le recevoir sur ce plateau après cet élément et puis on revient tout juste après. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs et dames. Comme je vous ai annoncé que nous allons recevoir sur ce plateau un analyste politique et un expert en matière électorale, M. Loto Ngembo, déjà sur notre plateau. Bonjour, bienvenue sur Goshen 7 Télévision. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Je vous remercie pour votre invitation, pour avoir pensé à mon expertise aujourd'hui. Je suis très content de voir un plateau bien garni, Merci un très beaucoup. beau plateau, avec des professionnels qui y travaillent. Merci. Et je vous souhaite beau vent. Merci. Merci. On est aussi très flattés de vous recevoir, monsieur. Très bien, nous allons parler, comme je dis au sommaire, la question électorale. Vous êtes expert en question électorale. Monsieur Rossard Malonda monsieur Denis Kadima a été entériné. Est-ce que vous connaissez monsieur Denis Kadima en question électorale? Oui, c'est ça, tout Congolais sérieux qui s'intéresse aux questions électorales de la République du Congo doit le savoir.
Je connais, ça fait très longtemps, M. Denis Kadima, parce que de temps en temps, lorsque nous participions à la première formation de la PNUD en 2005, il était expert électoral déjà. Déjà en 2005, il était expert électoral. Oui, je le connais. Je le connais très bien. Il a participé à plusieurs opérations électorales en Afrique et dans le monde. Et malheureusement, en RDC, je pense qu'il ne l'a pas encore fait, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît à l'électorat. Il connaît les méandres des questions électorales. Très bien, mais alors aujourd'hui les gens le redoutent, les gens disent qu'il est proche du président de la République, qu'il est proche de la famille présidentielle. Est-ce que c'est son expertise qui compte ou bien ses liens familiaux, je ne sais pas, amicaux avec le président de la République? Est-ce que ça peut être un handicap pour que nous ayons de bonnes élections? Bon, à en croire les dires des uns et des autres, c'est légitime, nous sommes en démocratie. Les gens peuvent douter d'une personne, ceux qui les connaissent, mais moi personnellement je le connais comme expert électoral et j'aurais appris qu'il a été en 2009 nommé conseiller au mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ben, je ne connais pas les sièges du président de la République personnellement, mais je pense que leurs revendications sont légitimes. Et vous savez, nous avions eu 3 cycles électoraux en RDC. Tous ces 3 cycles, nous savons comment ça s'est passé. Sur le plan national, il y avait beaucoup de contestations à ce qui concerne les animateurs de la CENI, les bureaux et la plénière. Mais aujourd'hui, les revendications sont, je pense qu'ils sont légitimes pour les uns, pour les autres. Basées sur 2 personnes. Les revendications sur 2 personnes. Bon, je pense que les revendications, en croire les revendiqueurs, je pense que ce n'est pas sur la personne de Denis Kadima. C'est sur son intégrité. Vous comprenez? Parce que Denis Kadima a l'expertise. Ça, c'est connu de tous. Il a l'expertise. En deuxième lieu, je pourrais parler de son acquaintance avec le président de la République. Ça, je ne sais pas trop. Ça, il faut qu'on se le dise. Je ne sais pas trop. Mais ils ont encore dit qu'ils ne sont pas sûrs de son intégrité. Son intégrité, surtout. Surtout ça. Bon, ça, c'est aussi un point qu'il faut soulever. Mais à part... j'ai suivi il n'y a pas longtemps l'abbé Chollet, qui est secrétaire technique de la plateforme religieuse. De cette plateforme. C'est lui qui est le secrétaire technique. Il nous dit que Denis Kadima a des acquaintances avec le président de la République. Il a été nommé conseiller au mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba. Il a été au cabinet du président de la République. Donc il doute de son intégrité. Et ce n'est pas la personne de Denis Kadima, c'est l'intégrité de Denis Kadima qui pose problème. Très bien. Alors, on va un peu avancer. Vous êtes expert en questions électorales. Si on peut analyser, si on peut aujourd'hui revoir les élections, entre les élections de 2006, les élections de 2011 et les élections de 2018, quelles a été les bonnes élections en termes, en organisation techniquement? Quelle a été cette élection qui a été bien organisée? Je pense que j'ai toujours été consultant à la CENI. En 2005, nous avons été recrutés comme formateur électoral et puis contrôleur technique national à la CENI. Ce sont des fonctions que j'ai occupées jusqu'en 2018. Donc, je ne suis pas administratif à la CENI, mais la CENI a besoin de notre expertise pendant toutes les opérations électorales. Donc, techniquement, de bonnes élections. Techniquement, pour moi, les bonnes élections, ce sont les élections de 2006. Ah bon? Oui, techniquement. Comment vous expliquez? Oui, je vous dis. Vous savez que nous avions eu beaucoup de problèmes en 2018 et en 2006. Beaucoup de problèmes en 2011 qu'en 2006. Très bien. Est-ce que c'était pas parce que un autre camp n'était pas allé aux élections
Et puis les camps qui étaient là a fait coalition avec, avec l'autre camp. Ce n'est même pas ça. Moi, je suis trop technique. Ok, vas-y. Ça, c'est politique. Vas-y. Vous comprenez. Vous avez une minute. Et donc, vous savez que lorsqu'on parle de la technicité des opérations, on voit la formation Très bien. des personnels, Ouais. les matériels À utiliser. à utiliser, les affectations des matériels, les déploiements des matériels, les timings Très bien. des opérations. Mais personnellement, pourquoi j'ai dit que techniquement c'était des très bonnes élections? Parce que la personne qui a été à la tête de la CENI, il n'a jamais été expert électoral. Mais il a fait des exploits. C'est L'abbé Malou. l'abbé Malou. Oui. Parce qu'à côté de lui, il y avait toute une administration de la CENI qui lui accompagnait. Ok. Il avait un bureau, il avait la plénière. Mais contrairement à aujourd'hui, par exemple, à Denis Kadima, c'est quelqu'un qui maîtrise les méandres des opérations électorales. Par rapport à Manoumal. Oui. Manoumal, bon, n'était pas expert électoral comme Denis Kadima. Ok. Mais il a organisé techniquement des bonnes élections. Ok. C'est vrai que dans toutes les élections du monde, il y a toujours contestation. Mais en RDC, pratiquement, il y a 90% de Des contestations. contestations, oui. On ne sait pas pourquoi. Oui. Nous pensons que les choses pouvaient se faire améliorer en 2018. Malheureusement, comme l'a dit, C'était encore lui-même, le pire. c'était le pire. Parce que le président de la République, Oui. lui qui a été élu, Et de ces élections, l'a dit. ici de ces élections, c'était mais les élections qui des critique femmes. encore les Voilà. élections. Vous comprenez? Oui. Lui qui a été élu, mais il dit que les opérations ne se sont pas bien passées. Ok. Donc il y avait quelque chose. Donc il devait améliorer. Oui. S'il y a des revendications aujourd'hui, bien bon, c'est bien bon. Et ils sont politiques. Nous sommes techniques. Ok. Voilà. Oui. Donc sur le terme technique, je pense que on a eu beaucoup de mal à maîtriser les élections de 2018. Ok. D'abord, il y avait des matériels, des nouveaux matériels La machine à qui voter. devaient être rodés, qui devaient être expliqués. Lorsque vous êtes à Kinshasa, vous verrez qu'il y a beaucoup de techniques à Kinshasa qui est à l'intérieur. À l'intérieur du pays. Moi, personnellement, je suis allé superviser les opérations. J'ai commencé à Bandunuville. Ok. J'ai été affecté à Bandunuville. C'est là où on a formé. On est allé sur la deuxième phase de la formation. On est passé par Bandunuville, Kikwit, Massi, et puis jusqu'à atterrir à Idiofa. Ok. Arrivé à Idiofa, nous avions besoin de plus de 6000 personnes dans les territoires d'Idiofa. Mais il n'y avait pas plus de 180 techniciens. Oh là là. Je vous dis. C'était grave. Ce sont des techniciens qu'on appelle informaticiens qui maîtrisent les claviers. Le clavier. Et ils ne maîtrisent pas bien aussi les claviers. C'est quelqu'un qui est tout Se le temps avec les débrouille, claviers, en fait. qui se débrouille. Alors normalement, il faudrait Rehausser d'abord le ceux-là niveau, ouais. qui maîtrisent au moins les claviers, Ouais. les termes, là, comment, les recycler, Ouais, ouais, ouais. faire élever Leur son niveau. pour qu'ils soient rapides aux opérations. Ok. Après les enrôlements, il y a eu la machine à voter. Tout le monde ne maîtrise pas la machine à voter. Et la machine à voter avait des empreintes au village. Vous comprenez? Une mère qui n'a jamais. Vous avez des personnes qui n'ont même pas vu, qui n'ont jamais été en contact avec un ordinateur. Ouais. Et vous lui représentez la machine à voter. C'était très difficile. Moi, personnellement, j'étais superviseur, mais je n'ai pas voté. Parce que je n'avais même pas le temps de voter. Vous êtes ici, vous appelez à 18 km et qu'il y a une machine qui tombe en panne. Donc c'était très compliqué. Mais bon, les élections, techniquement, on était à 80, peut-être qu'à 80% de la réussite. Ah bon, techniquement en 2018? Parce qu'il y avait plusieurs machines en panne. Okay. Vous verrez qu'il y a un centre de vote qui a 4 bureaux. Des bureaux ne fonctionnaient pas parce qu'il y a des machines qui étaient tombées en panne. Les machines quittent Idiofa, par exemple, jusqu'à Yolo. C'est à plus de 200 km. Il y a des très mauvaises routes. Et ces machines-là sont tombées en panne. Il y avait même des machines qui venaient à la veille des élections. Vous verrez qu'il y a, sur les 4 machines des centres de vote, une seule machine fonctionnait, les restes ne fonctionnaient pas. Et vous avez plus de 600 électeurs qui doivent voter, qui ne maîtrisent pas la machine. La machine à voter. Donc vous devez être là pour les aider à voter. Non seulement à les aider à voter, mais il y avait des pannes techniques. C'était tellement compliqué, mais gloire à Dieu, après les opérations, il y avait quand même beaucoup de failles, parce qu'il faut qu'on se les dise. Il y avait une loi électorale. Et si vous lisez la loi électorale,
ce ne sont que les publications bureau de vote par bureau de vote. Ce qui n'a pas été fait, en fait. Mais d'abord, ma question, j'allais arriver là. Comment on a organisé des élections avec des machines à voter? Donc, on suppose que les élections sont plus numérisées. On a la facilité de repérer dans ces coins, il y a autant de personnes qui ont voté pour un tel, pour X ou Y. On aura la facilité de savoir à Kisenso, dans les quartiers de Bikanga, autant de personnes ont voté pour Faoulou, autant pour Tshisekedi, ce qui n'a pas été fait. Contrairement aux élections de 2006, qui a été fait par de papier, mais quand même, on a réussi à identifier dans telle commune, il y a eu autant de personnes qui ont voté pour cette personne. Mais qu'est-ce qui a fait tout cela? Bon, les résultats sont là. Parce que d'abord, il y avait le bureau de vote, ou les sièges par circonscription est proportionnel au nombre d'enrôlés. Ok. Il y avait des nombres d'enrôlés. Normalement, s'il y a 100% d'enrôlés, sachez-le que 20% ne vont pas voter. Ok. Donc 20%, peut-être, il y aurait des morts, il y aurait des déplacés. Sur les 80%, tous ne vont pas voter. Ok. Il y a des gens qui seront encore morts ou malades, ou qui vont désister aussi. Et il y a des gens qui ne vont pas voter. Oui. Parce que la CENI, en 2018, a essayé de réduire les distances entre bureaux de vote. Okay. Donc, il n'y avait pas un centre de vote qui dépassait 5 km. Ah, ok. Donc, tout le monde... À chaque 5 km, il y avait... À chaque 4 km, il y avait un centre de vote. Il y avait même 2 ou 3 centres de vote. Très bien. Malheureusement, la machine à voter avait un système numérisé. Donc, on peut envoyer directement, lorsque quelqu'un vote, son vote va directement au serveur central. Okay. Malheureusement, il y avait des endroits, je vous dis, là où j'étais, 99%, il n'y avait pas de couverture réseau. Oh là là. Malheureusement. C'était même difficile pour moi d'envoyer les rapports, parce que je faisais 90 km pour aller dans un centre hospitalier, il y avait un bureau central comme ça. C'est là où il y avait Internet, c'est là où j'allais envoyer... À 80 km. À 80 km. C'est difficile. Sur la moto, c'est pas facile. C'est pas facile. 180 km aller-retour. C'était pas facile, c'était à 90 km. J'ai quitté 16 eaux jusqu'à Mokala. Aller-retour sur la moto, heureusement que j'ai maîtrisé la moto. C'était dans une grande brousse où il n'y avait aucun village dépassé. Aller de 16 eaux jusqu'à Mokala pour aller faire les rapports. Donc c'était déjà difficile. Mais les résultats sont là parce que dans chaque machine, les techniciens avaient la possibilité de donner à qui le veut les résultats. Le résultat, oui. À qui le veut, je vous dis. C'était la loi électorale. Ok. Donc, les techniciens peuvent donner les résultats aux observateurs, aux témoins, aux agents de la CENI qui sont là, ou à toute personne qui le veut. Si vous avez besoin des résultats, vous entrez dans les centres de vote, il y a des bureaux de vote, vous demandez les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Il y avait des rouleaux qui étaient là, qui devaient être imprimés pour qui devait demander les résultats. Okay. C'était pas facile. Mais bon, les restes, ce n'est pas à nous. Nous avons fait notre travail. C'est là, relevé 10 bureaux qui a fait ce qu'il fallait faire. Très bien. Ces dossiers un peu trop vastes, je pense qu'à la prochaine fois, on va beaucoup se m'atteler sur ces dossiers et puis pour avoir beaucoup d'éclairage. Alors, nous allons passer à d'autres choses sur les questions d'actualité. Félix Tshisekedi est élu président de la République dans des conditions où on sait tous. Vous voyez quand même, comme vous avez dit, le président ici de ces élections, mais qui doute de ces élections, mais dis-moi, il est élu. Le peuple le fait exploit. Le peuple attendait beaucoup de lui. Est-ce que depuis Félix Tshisekedi est là, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le régime passé du Kabila et le pouvoir de Félix Tshisekedi en termes de gestion? S'il y a une différence. Bon, là je réponds en tant qu'analyste. Oui. Là vous prenez votre peau d'analyste politique. Analyste, très bien. Comme tout Congolais. Oui. Malheureusement, personnellement, Félix Tshisekedi me déçoit. Te déçoit comment? Oui. À 99%, il me déçoit. Tout Congolais avait mis espoir en Félix Tshisekedi. Mais on dirait que c'est le pire que Kabila. Comment? Le pire que Kabila? Oui, je vous dis. Pire que Kabila? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Lorsque vous venez, vous prenez
l'impérium, lorsque vous avez l'impérium, vous devez impérativement imprégner votre façon de faire les Votre choses. vision, votre manière. Vous devez normalement faire les contraires de votre prédécesseur. Ok. Je vous donne les faits, comme disent les juristes. Quand je vous donne les faits, tu me donnes les faits, je te donne les droits. Ouais. Je vous donne les faits. Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est vrai, les 2 ans qu'il a passé avec les FCC, c'était très difficile. Ok. Parce que si Félix Tshisekedi réussissait, les FCC devaient se fondre dans les abîmes. Oui. Vous comprenez? Ils cherchaient aussi à maintenir le pouvoir. Parce qu'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, partout ils avaient la majorité. Dans les assemblées provinciaux, le gouvernorat. C'était à 99% FCC. Oui. Alors, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Bon, c'est vrai que c'était un peu difficile. 1 mois après son arrivée, les dollars a pris son ascenseur, comme toujours. C'était à 60 000, 60 000, 200 000 jusqu'aujourd'hui. Oui. Ça fait plus de 2 ans. C'est vrai qu'ils ont maintenu un peu le cadre macroéconomique. Ok. Mais vous savez, chers amis, soyons sérieux quand même dans ces pays. Les gens souffrent. Les gens souffrent énormément. Les gens souffrent. Comparez seulement le départ de Kabila ainsi que l'entrée de Félix Tshisekedi, ce qui se passe, c'est malheureux. Moi, je suis allé quelque part où j'ai vu des gens manger du foufou avec du piment. Les enfants, j'avais des larmes aux yeux. Je vous dis, à Kinshasa. Ah bon? Je vous dis. À Kinshasa? À Kin, moi j'habite mon enfant là, je suis allé à Kindel. Manger du foufou avec du piment. J'ai vu les enfants manger du foufou avec du piment. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Et j'ai posé la question, mais qui sont ses parents? Ils me disent que bon, Papa Nabarro c'était un débrouillard avec sa maman, il faisait un peu quelque chose au grand marché et c'est fini. Le marché était rien. Et il se débrouille comme ça, il sort les matins, il revient le soir avec quelque chose à manger. Mais les matins comme ça, si ses enfants n'ont pas à manger, ils préfèrent manger du foufou avec du piment. C'est difficile aujourd'hui. Quand vous venez au pouvoir, vous nous aviez promis que vous allez diriger les pays autrement. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, le sucre coûtait 700 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est 1500. On a régressé. On a régressé. Mais peut-être le cadre économique, on sait tous dans les conditions à laquelle Tshisekedi a pris ce pouvoir. Il y a que des mauvais chefs. Là, c'est ce que disent les gens. Oui, mais c'est ça. C'est la réalité. Oui. Comprenez? Si vous avez des mauvais collaborateurs, chassez-les. Il faut avoir la compétence à côté de vous. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Aujourd'hui, il y a la flambée des prix des premières nécessités depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi. Pourquoi? On se pose la question. Et il n'y a pas d'amélioration. Vous comprenez? Vous venez au pouvoir. Joseph Kabila, diable qu'il était. Entre guillemets, on le savait tous que Joseph Kabila était un diable. Il n'avait que 350 personnes dans son cabinet. Hormis l'administration. Dans son cabinet politique, il n'y avait que 350 personnes. Il y avait des conseillers spéciaux. C'était le professeur Luzolo Bambi, ainsi que le feu... comment il s'appelle encore? Il est mort il n'y a pas longtemps ici. Un monsieur qui était conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. C'est pas le géniteur de MSR là. Celui qui est mort au Maroc, si je me trompe. Non, c'est... ça viendra quand même. Ça viendra, oui. Il est mort à Kinshasa et il était même dans Sam. Ok. Ouais, il est mort, son nom viendra. Il avait un directeur de cabinet et un directeur de cabinet adjoint. Il avait quelques conseillers principaux et, comme toujours, le collège des conseillers. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il y a plus de 1000 personnes au cabinet. Et peut-être parce que le travail est tellement intense, il doit y avoir un cabinet assez consistant. Lorsque vous allez à Washington, oui. Il y a un nombre déjà établi pour les membres du cabinet du président de la République.
dans la maison blanche. Ok. Il ne peut pas faire moins ou plus. Ok. Mais est-ce que ici, dans notre constitution, le prévoit Non, que ce le n'est président pas- de la non, République doit avoir 15 personnes Non, dans ce son n'est pas cabinet? prévu. Alors. Mais quand vous venez au pouvoir, vous voulez faire autrement. Ouais. Qu'est-ce que ton prédécesseur a fait? Mais Qu'est-ce qu'il autrement, le autrement peut être le bien ou le Vous mal. savez que la présidence de la République est budgétivore. Comment? C'est la seule institution, c'est pas la seule, la première institution qui consomme beaucoup au budget de l'État. C'est le président de la République. Mais parce qu'il travaille Vous le trop. savez. Parce qu'il Attendez, travaille trop quand même. non. Il est en tout moment en mouvement, il doit chercher le partenaire, il doit chercher il doit Si nous sommes un pays améliorer. sérieux, si nous sommes un pays sérieux, qui se veut sérieux, Oui. les partenaires viendront vers nous. Mais comprenez? nous tous, nous connaissons l'état à laquelle Kabila a laissé ce Ça, pays, c'est vrai. surtout en termes diplomatiques. Ça, c'est il vrai. y avait une rupture diplomatique ça, avec vous tant avez d'autres pays. Il faut quand même aller les rechercher. Là, vous avez totalement raison. Merci. Là, vous avez totalement raison. Ok. Mais le grand problème, c'est quoi? Oui. La présidence de la République consomme beaucoup d'argent à l'État, au trésor public. Vous comprenez? Vous avez plus de 1000 personnes, vous avez plus de 350 conseillers qui ont tous un TXL. Vous savez, ça coûte combien? Mais la présidence de la République a déjà un charroi assez Et important. J'ai vu Macron rouler dans une Renault Laguna. Hein? Sois sérieux, monsieur. Macron, la France est parmi les 5 pays les plus riches du monde. Oui. Le président de la République marche dans une Laguna. Renault. Mais comment est-ce qu'un conseiller de la République peut avoir un TXL qui coûte plus de 80 000 $? Mais comparé au président Macron, c'est impossible. Macron, peut-être, il est en train de faire la promotion parce que le Renault, c'est une marque purement française. C'est pas ça. Ils peuvent faire aussi la publicité. Sauf qu'à la présidence de la République, quand il est arrivé, il dit que nous avions triplé les salaires des agents de la présidence de la République. Pourquoi? Mais parce que Ils peut-être. font quoi? Ils gagnent déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup ce qu'ils gagnent là. La magouille se trouvait peut-être là. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Il fallait mettre ces gens dans de bonnes Il y conditions en a jusqu'aujourd'hui. pour éténuer un peu l'ascendance. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore de la magouille. Alors qu'est-ce que vous reprochez, vous, franchement, qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi? Regarde la caméra. Il doit quitter. Quittez où? S'il me regarde aujourd'hui, Oui. mais c'est Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, vous avez peut-être l'occasion de me regarder, il faut vous débarrasser de vos amis de la diaspora. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font que rouler avec les plaques de la présidence. Vous comprenez? Ils ne font rien. Ils bouffent beaucoup d'argent de la République. Pourquoi ils doivent tripler les salaires des agents de la présidence et donner 40 000 francs congolais aux enseignants? Soyons quand même humains, chers amis. Soyons humains. Un enseignant qui touche 180 $ et qui a 6 enfants, 2 ou 3 sont à l'université, les autres là encore à l'humanité au secondaire. Vous savez combien coûte une maison aussi à Kinshasa? Ça coûte trop cher. C'est pas On va quand même le laisser. une maison de 2 pièces, de 2 chambres, salon, cuisine, toilette. Ici, à Matongé, c'est plus de 300 $. Oui. Chez nous, à Mongafula, peut-être c'est dans les 250 $. Mais quelqu'un qui touche 180 $. Et vous augmentez à cette personne-là 20 $. Soyons humains. On a même demandé le salaire du président de la République, mais il ne connaissait pas. C'est pas possible. Sommes-nous là? Mais est-ce qu'il devait venir étaler son salaire sur la place publique? Vous savez que Tshisekedi n'est pas une personnalité privée. Oui, là quand même on le sait. Vous savez que la personne qui signe la loi des finances, qui promit la loi des finances, c'est le président. Le président de la République. Oui. On vous donne un document, vous êtes à la rédaction, on dit que c'est vous qui présentez le journal, Oui. on vous donne le papier, vous ne lisez pas avant d'être Sur le plateau. sur le plateau. C'est pas possible, vous devez avoir la connaissance. Donc, cela veut dire quoi? Oui. Quand le président de la République promit la loi des finances chaque année, cela veut dire qu'il connaît qu'un enseignant va toucher 320 000 francs. Ok. Un fonctionnaire au ministère de la Défense nationale touche 200 000 francs, il les connaît, il connaît même son salaire, il connaît même les frais alloués à sa maison, Ok. il les connaît. Mais comment? Les salaires du président français, je pense que c'est dans les 14 000 €. 14 000 €. Vous comprenez? Oui. Mais il y a des ceux-là à Kinshasa qui touchent plus que le président de la République d'un grand pays comme la France.
Ok. C'est impossible. C'est impossible. Comment nous allons quémander 15 millions de dollars en France, mais on a détourné 56 millions en RDC? Il faut qu'il y ait un paradoxe. C'est ce qui fait que les institutions de Bretton Woods ne donnent pas assez d'argent. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, la Banque mondiale, je pense en 2014, a financé à la hauteur de 50 milliards de dollars aux Égyptiens. Ils construisent une nouvelle ville, le Caire. C'est la Banque mondiale, 50 milliards. Mais lorsque nous allons demander de l'argent, ils nous donnent 1,5 milliard. Et puis ils nous donnent cela à 3 tranches. À 3 tranches, 500, Parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Il y a des détournements tous les jours. Il y a des abus de pouvoir, des usurpations. Mais alors, dans ces cas, le président de la République, il est venu, il a renouvelé, il a redonné de la force à l'IGF. Est-ce que ce n'est pas un atout? D'abord, vous pouvez me dire, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, qu'est-ce que vous appelez? Au moins que non, ici, le président a bien fait. Bon, personnellement. Les actes à louer, le fait Tshisekedi. Personnellement, ce que je retiens des bons défis de Tshisekedi, il ne prend pas l'essence contraire. Il ne prend pas l'essence contraire quand il circule. Comment? Mais je vous dis, il est toujours là, même s'il y a des embouteillages, il est là. À part ça, je n'ai jamais vu Félix Tshisekedi prendre l'essence contraire. L'état du siège. L'état des sièges. La gratuité de l'enseignement. Non, ça partage. Ça partage comment? Mais du moins, il a placé une gratuité de l'enseignement. Vous savez que plus de 6 millions, je vais vous dire, plus de 6 millions d'enfants sont enrôlés à l'école, gratuitement. Vous savez que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas l'œuvre de Félix Tshisekedi. Mais c'est Tshisekedi qui l'a appliqué quand même. L'application posait problème déjà. Oui. Parce que j'ai été avec un expert, un frère expert en nature qui me disait nous avions mené des études pour voir comment est-ce que nous allons appliquer la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? L'État en elle-même, les écoles officielles en RDC ne dépassent pas 20%. Je vous dis, moi je suis de Lemba. À Lemba, il n'y a qu'une seule école officielle. C'est une école primaire qu'on appelle Sebisumba couramment. Les restes des écoles, ce sont des écoles conventionnées, catholiques, protestants ou kimbakistes. Vous comprenez? L'État elle-même n'a pas les monopoles. Nous avons Transco aujourd'hui. Si Transco avait 80% de monopole du transport en commun à Kinshasa, vous savez que les autres transporteurs auront les mêmes prix que Transco et les mêmes distances, les mêmes trajectoires. Pourquoi? Parce que Transco aura beaucoup de bis par rapport au privé. Aujourd'hui, je pense 40% des écoles fonctionnant en République démocratique du Congo sont des écoles privées. Peut-être 40% aussi, ce sont des écoles conventionnées. Mais dis-moi, il y a quand même la gratuité. Oui, les la enfants gratuité, vont à elle l'école. est là, mais ça patauge. Pourquoi? Vous savez que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les écoles conventionnées, on paye de l'argent. Vous le savez, on paye de l'argent. Certaines écoles, surtout catholiques. Mais est-ce qu'il y a gratuité? Parce que la gratuité devait être effective. Elle n'est pas effective. Vous comprenez? Ce ne sont pas seulement les écoles catholiques, même les écoles kimbangistes et protestantes. Mais d'abord, cette volonté. La volonté, elle est là, elle est manifeste. Mais la volonté seule ne suffit pas. Vous comprenez? Il y a des actions qui suivent. Quelles sont les actions qui suivent? Moi, je ne vois rien. Très récemment, il y a eu ces enseignants-là, grévistes, qui ont été désactivés dans la liste de paix. Juste pour mettre de la rigueur, nous devons travailler, nous devons aider ces enfants. C'est un délit. Comment vous ne pouvez pas désactiver un enseignant. Vous savez que les... Alors, attendez. Un enseignant qui ne veut toujours pro-gouvernement ou soit pro-enseignant. Là, c'est comme vous le dites. C'est la réalité. Pourquoi vous verrez que chaque année, il y a toujours fissure entre les travailleurs et leurs syndicats? Parce que les syndicalistes, des fois, ils ont réunion avec les ministres, ils ont réunion avec les présidents de la République, ils ont des enveloppes, ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Vous pouvez faire la grève individuellement. C'est la Constitution qui les garantit. Ce n'est pas seulement un groupe de gens qui vont faire qui va faire la grève. Non, vous pouvez le faire individuellement. Vous revendiquez vos droits. Vous comprenez? Comment est-ce que vous allez donner beaucoup d'argent à la présidence et à la primature, ainsi que dans les cabinets ministériels? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un huissier au ministère du budget, dans les cabinets du ministère du budget, touche $400. Mais comparé
pareil au salaire des enseignants. Il est dans les circuits Celui-ci-là financiers. n'a même pas un certificat d'études primaires, il gagne 400 dollars par mois. Un enseignant qui a un diplôme de licence, il gagne 180 dollars par mois. C'est le jour et la nuit. Ah oui, Vous comprenez? C'est ça le mal. Il faut chercher l'équilibre. Ok. Nous, la Constitution nous la garantit. C'est quoi? Nous devons tous bénéficier des richesses de notre pays. Ok. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis le départ des Belges, il y a toujours un groupe d'agents, des gens qui s'accaparent de 80% des biens de la République. Mais je sais qu'il essaye de faire la différence. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois passés, Sama Nkondi, Oui. dans un conseil des ministres, a déclaré qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Oui. Mais il y a une loi des finances, un projet de loi des finances sur la table du président de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui s'est passé là? C'est un projet de loi. C'est un projet de loi. Mais dans ce projet de loi-là, il projette une augmentation de 40 millions de dollars sur le budget alloué à la présidente de la République. Mes chers frères. Parce que la présidente travaille excessivement, alors il faut leur donner le moins nécessaire. Au lieu qu'à chaque fois, ils dépassent, mais quand même augmenter un peu leur assiette pour qu'ils n'arrivent plus à dépasser. Parce qu'à chaque fois, on dit dépassement, ça ne sonne pas quand même bien. Tant mieux, augmenter, collier, diminuer, et puis à chaque fois, on va parler de dépassement. Il faut toujours augmenter à la présidente de la République. Ils vont peut-être augmenter aussi aux militaires. C'est ça le grand problème avec les Congo. Donc quand vous augmentez les vôtres, pour les autres, ils vont. Maintenant, les enseignants, ils ont augmenté 20 dollars sur leur salaire. 20 dollars. Ça va aller jusqu'à 50 dollars. Vous savez, quitter mon afou là pour arriver ici, j'ai dépensé 3 000 francs. Quitter seulement mon afou. Oui. Donc aller-retour, je peux arriver jusqu'à 5 dollars. Ok. Vous comprenez? Oui. Mais pour les quotidiens quinois, 5 dollars pour les transports, c'est trop. Alors, c'est déjà trop. Nous sommes arrivés presque à la fin. Qu'est-ce que vous demandez à M. Félix Tshisekedi de faire maintenant pour résoudre ces problèmes? Je pense qu'on vous aurez très prochainement pour continuer ce débat parce que voilà. C'est tellement important. Merci beaucoup. C'est une très très bonne question. Ouais. Je vais demander au président de la République parce que bon, d'ailleurs, ce n'est pas le président de la République qui gère les pays au quotidien. Monsieur Sama Nkondi, s'il vous plaît, vous nous aviez promis la réduction des trains de vie des institutions. Malheureusement, dans votre projet de loi de finances de 2022, il y a eu une augmentation de 40 millions de dollars à la présidence, de plus de 25 millions à la primature, ainsi qu'au cabinet ministériel. C'est déjà trop. Vous gagnez déjà beaucoup d'argent, vous avez un bon salaire, vous avez des frais de fonctionnement qui coûtent beaucoup d'argent. Réduisez les trains de vie des institutions. Vous nous aviez dit ici, lorsque Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, il était à l'opposition, que le régime Kabila a dépensé 70% du budget de l'État pour les salaires et les frais de fonctionnement des institutions. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à plus de 70%. Nous avons régressé ou nous avons progressé? Prochaine marque. Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. On vous dit merci, monsieur Loto, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un honneur pour nous de vous avoir dans ce plateau avec cette réflexion assez... Ce n'est pas la dernière fois. On tient à vous revoir très prochainement. Ouais, très bien. Merci. Abonnez-vous massivement sur GoChain 7 télévision. C'était votre émission Face aux invités. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous un expert électoral et un analyste politique, monsieur Loto Ngembo. Avec lui, vous avez senti, vous avez écouté tout ce qu'il avait à dire. Ce n'est que peu de ce qu'il a à dire. Je pense que très prochainement, on aura la chance encore de le retrouver. Je vous demande de vous abonner massivement, partager, liker, commenter. Abonnez-vous surtout sur GoChain 7 télévision pour ne rater aucune de nos émissions, de nos informations. Parce que ici, la vérité dans l'information. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Face aux invités. Je vous dis au revoir. Que la paix quitte nos esprits. Que Dieu bénisse l'homme congolais. À la prochaine.